Maître Joseph Kwaku Figo, en 2010, vous avez été commis par l'Union africaine pour assister, pour observer l'élection qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Mais ce qui s'en est suivi, tout le monde le sait. Mais la dernière fois, lors du procès, Laurent Gbagbo, ouvert donc à la Cour pénale internationale à La Haye, nous sommes en Hollande. Nous avions vu quand même dans les images projetées, votre image avait été projetée et le discours que vous aviez lu à l'époque, cela avait été également projeté, mais apparemment vous étiez seul contre tout. Et le procès se déroule en ce moment, mais avant de parler du procès lui-même, c'est l'occasion. Pourquoi vous étiez seul contre tous à l'époque en Côte d'Ivoire? Non, je n'étais pas du tout seul. Vous avez parlé de discours lu, ce n'était pas un discours, c'est la déclaration. La déclaration de la mission d'observation de l'Union africaine que j'ai lue. Ah, d'accord. Bon, il se trouve que au moment où toute la presse était rassemblée pour la lecture, la télévision nationale ivoirienne n'était pas encore là, puisqu'il y avait plusieurs missions. Il y a plusieurs missions d'observation, donc la télévision était sollicitée à gauche et à droite. Oui. Donc la télévision nationale était absente. Donc cette télévision est venue à la fin de la réunion et a souhaité donc que je lui relise la déclaration de la mission. Donc, je n'étais pas seul. C'est une déclaration de toute la mission d'observation de l'Union africaine. C'est un travail collectif. C'est le fruit des observations. D'ailleurs, moi, j'étais à Abidjan. J'étais le chef de la mission, donc j'étais à Abidjan. Donc, c'est les collègues venus de tous les coins d'Afrique qui composent cette mission qui s'était déployée sur toute l'étendue du territoire. Et donc, c'est leurs observations qui ont fait l'objet d'une synthèse, pas que j'ai compilé, que la commission, la mission d'observation a compilé et a approuvé. Et moi, je n'ai été que le porte-parole. Donc, la mission. Tout cet élément doit être éclairci. Oui. Voilà. Et donc, comme la télévision est venue après, la télévision ivoirienne est venue après, donc j'ai lu à cette télévision-là, et vous avez vu qu'il y avait même une Togolaise à côté aussi. Non, le président de l'Assemblée nationale du Togo, le président actuel, Dramani, il n'avait pas encore quitté la salle. Si vous voyez bien l'image, le président Dramani il était là. Il y avait également une députée actuellement à l'Assemblée qui était aussi une dame. Oui, puisque eux, ils étaient là dans le cadre de lui et moi. Alors, mais nous avons constaté que ce que vous aviez observé, constaté à l'époque, ramait à compte courant de ce que l'ONU, basée dans le pays, et d'autres missions, disons la communauté internationale, disait à cette époque. Est-ce à dire que vous aviez fait autre constat que les uns et les autres en 2010 lors de cette élection, le premier tour notamment? Non, on a fait à peu près les mêmes constats. Bon, on a fait à peu près les mêmes constats, mais comme vous savez, au cours de cette mission, il y a même un observateur de l'Union africaine qui a été séquestré dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui a été séquestré justement par les éléments rebelles. Parce que il voulait, le nord était toujours parce qu'il voulait y voir trop clair. Mais quand vous me parlez de l'ONU au niveau de cette affaire de Côte d'Ivoire, vous avez vu après que l'ONU a carrément pris parti, puisque l'ONUCI a participé au bombardement de la résidence de l'une des parties à cette élection. C'est quelque chose d'incroyable, parce que vous savez, l'ONU, c'est très bien. Nous sommes tous les pays sont membres de l'ONU. Nous devons soutenir les Nations Unies. Mais ce sont les hommes qui agissent, ce sont les hommes qui animent. Et pour le cas particulier de la Côte d'Ivoire,
le président Nicolas Sarkozy a pesé de tout son poids. Voilà. Donc, quand vous me parlez de l'ONU ou de l'ONUCI, mais qui contrôle le Conseil de sécurité, quels sont ceux qui ont le plus de poids, qui peuvent agir? C'est pas le Togo, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas Haïti. Hein, c'est les grands oui. Du contrôle. Et l'affaire de Côte d'Ivoire était véritablement une affaire qui était gérée depuis l'Élysée à l'époque. Et c'est eux qui ont... Mais en tout cas, de toute façon, maintenant les choses s'éclaircissent. Pour ceux qui, par la radio ou par la télé, suivent le procès qui est en cours, et je crois que je n'ai plus à beaucoup parler sur cette histoire, puisque la vérité commence. Puisque quand on vous lit parfois, quand on vous écoute ici et ailleurs, c'est comme si le déroulement du procès, cela vous apporte plus de joie que de s'inquiéter pour votre client et également votre ami personnel qu'est le président Laurent Gbagbo. Mais c'est la vérité comment ça se fait jour, qui me réjouit. Mais je souffre pour Gbagbo. Et ma souffrance, je l'exprime pratiquement tous les jours à travers justement les poèmes inédits dont vous parlez. En voici un. L'espoir jusqu'au bout. J'ai tout vu ce jour-là. Les éclairs dans le ciel, armés par les tyrans d'explosifs et de foudre. Les éclats de l'espoir frappés à l'arme lourde. L'espérance affolée, appelant l'Éternel. Le fils était roué de coups sur tout le corps, les cheveux arrachés. La reine était en peine. Pendant que les vainqueurs exhibaient sur les chaînes les trophées du forfait pour leur parrain du Nord. Et ce grand clerc réduit au petit caleçon qui baignait dans son sang, mais a su rester digne sous les crocs acérés et ces photos indignes qui circulent encore en images et sons. Et cet autre grand clerc fauché à bout portant, le visage en lambeaux, rendu méconnaissable, pendant qu'il se rendait sans armes et sans portable, mandaté par le chef qu'il avait aimé tant. Rien n'a vraiment manqué au scénario du film. Les coups, le sang, la mort, le viol de l'innocence, les rires des méchants profitant du silence des bons samaritains indifférents au crime. Rien n'a vraiment manqué au curieux feuilleton, retournement de veste appelé allégeance, confession bidon et renversement d'alliance, jubilation et gloire au tout nouveau patron. Puis-je continuer sans provoquer les larmes de ceux qui l'ont vécu? Beaucoup sont en exil. De ceux qui l'ont subi, beaucoup sont sur le grill de l'armée des vainqueurs, les juges sous leur charme. Puis-je invoquer ce temps sans soulever le cœur du plus grand prisonnier déporté dans l'abîme d'un monde cynique contre de sales primes? Qui pourrait l'oublier, ce grand homme d'honneur? Car nos cœurs continuent de battre à l'unisson. Un jour, il reviendra pardonner aux satrapes. Regardez les bourreaux, leur passé les rattrape, même s'ils ont quitté la case rébellion. On voit sur eux le nord se fermer tout d'un coup. Ils n'y trouveront plus une nouvelle base pour chasser l'espérance au fin fond de la nasse. La peur change de camp et les prend par le cou. L'homme s'est écrié, on ira jusqu'au bout. Je revois le passé. L'espérance était lasse. Le sang coulait à flot. L'avenir dans l'impasse. Mais il s'est relevé, il est encore debout. Bientôt sera fendue en deux la mer profonde. Le peuple passera l'océan à pied sec.
devant les bataillons qui vont sombrer avec les chars de Pharaon dans l'écume des ondes. Alors, le dernier mot sera enfin adieu. L'ange va proclamer la fin des servitudes. Le peuple aura ainsi reçu la certitude qu'il a raison de croire au miséricordieux. Un joli test peut-être à soumettre à un commentaire composé peut-être en classe de terminale, je ne sais pas, ou en classe de seconde, ça dépendra. Mais vous êtes en train de soutenir quelqu'un dans le poème à vous écouter. Il s'agit du président Laurent Gbagbo. Pensez-vous qu'il ne doit se reprocher rien dans cette affaire? Laurent Gbagbo, tout ce qui s'était passé en 2010 où il y a plus de 3000 morts, il ne doit se reprocher rien? Mais est-ce que vous suivez le procès? Oui, de bout en bout. Vous suivez le procès, non? De bout en bout. Ouais. Bon, est-ce que vous avez déjà vu une guerre civile où une seule personne s'est armée, s'est tenue au haut d'une colline pour mitrailler le peuple et faire 3000 morts? Mais c'est de la foutaise. Qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo a été élu en 2000. C'est pas lui qu'on attendait. Parce que sa façon, on croyait que, bon, vous savez, c'était l'ère démocratique. Bon, il a lutté pour la démocratie et il a affronté le président Houphouët-Boigny, toujours les mains nues. Il a eu le courage de se présenter contre le président Houphouët-Boigny. Il fallait le faire à l'époque. Le président Houphouët-Boigny, c'était un baobab. Un géant. Un géant. Un gigantissime baobab. Il a réussi à le faire. C'est lui qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et, entre-temps, il y a eu le coup d'État de Robert Gueye. Et puis, après, Robert Gueye, qui voulait juste balayer la maison et partir, a voulu rester. Mais Gbagbo l'a battu aux élections en l'an 2000. Gbagbo, en 2002, était en visite en Italie avec sa femme Simone, lorsque ces rebelles-là, les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont pris les armes pour faire un coup d'État. Ils ont tué le ministre de l'Intérieur dans la nuit du 19 au 20 septembre de 2002. Ils sont allés chez le ministre de la Défense, Lida Kwasi, ils voulaient l'assassiner. Bon, il a échappé à la mort grâce à Dieu. Et ainsi de suite, Gbagbo et sa femme étaient toujours en Italie. Le premier ministre Affi N'Guessan était à Yamoussoukro. Il a dû se cacher quelque part pendant tout ce temps. Et la résistance s'est organisée et les rebelles ont été chassés d'Abidjan. Depuis, ils ont coupé le pays en deux et se sont installés dans la moitié nord du pays avec comme base Bouaké. Et ils ont bénéficié. D'abord, ils avaient été préparés à l'extérieur. Oui, au Burkina Faso, ils ont, écoutez-moi, ils ont été préparés au Burkina Faso. Cette vérité, tout le monde le sait aujourd'hui. Au niveau du procès, c'est clair. Et bon, là, ils ont été préparés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Avec l'aide de Blaise Compaoré. Pour chasser, un président démocratiquement élu. Et depuis ce temps, Gbagbo, ses efforts ont consisté à retrouver l'unité du pays. Donc, il ne pouvait plus dérouler le programme pour lequel le peuple l'avait élu. Il n'avait plus le coup de France de travailler, dérouler le programme. Mais quand votre pays est coupé en deux, et que des éléments armés ont pris la moitié du pays et exploitent la moitié du pays sans rendre compte à personne. Est-ce que jusqu'à ce jour, est-ce qu'ils ont rendu compte à personne de tout ce qu'ils ont pillé comme richesse? Et quand ils commettaient des crimes. Et Gbagbo, ses efforts ont été d'aller de négociation en négociation. À Accra, mais ils étaient même à Lomé. Oui, le président Yadema était, je crois, le premier à recevoir des délégations
de la rébellion et du gouvernement ivoirien, à Accra, à Pretoria, et puis finalement, bon, les Français ont dit ça c'est notre dossier. C'était le président Chirac à l'époque, et ils ont ramené tout le monde à l'Inas Marcoussis, dans la banlieue parisienne, où finalement un ultime accord a été conclu. Alors cet homme-là, qui a tout fait, qui a avalé des couleuvres, qui a accepté que la commission électorale nationale indépendante issue de ces accords, que cette commission soit composée majoritairement des éléments de l'opposition. Le président de la commission est du PDCI-RDA, du PDCI-RDA, de l'opposition, qui a accepté de nommer le chef des rebelles premier ministre et de leur donner des postes de responsabilité. Faites allusion à Guillaume Soro. Oui. Et le ministre des Finances était de l'opposition, du PDCI-RDA. Enfin, vraiment, Gbagbo a fait beaucoup de concessions. Il a fait beaucoup de concessions. Et après, la seule chose que la communauté internationale devait faire et qu'elle a promis de faire et qu'elle a failli de faire, c'est de désarmer les rebelles. C'est quand même le minimum qu'on peut demander. Vous savez, nous aussi, nous sommes dans un pays. Est-ce que nous accepterions, par exemple, qu'il y ait un groupe de rebelles quelque part dans le pays, armé jusqu'aux dents, dont le chef est le premier ministre de notre pays, et que on aille aux élections alors que ces gens-là continuent à contrôler une partie du pays? C'est pas possible. Donc, Gbagbo, on lui a fait avaler n'importe quoi. Et au nom de la paix en Côte d'Ivoire, il a accepté. Et c'est dans ces conditions-là qu'ils sont allés aux élections. Et évidemment, les choses se sont passées telles que nos observateurs l'ont fait, telles que beaucoup l'ont constaté dans cette zone-là. Et c'est ça qui a entraîné l'invalidation du scrutin dans certaines de ces zones. Et les résultats ont été proclamés. Donc, alors, au lieu que les gens, à la fois l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, au lieu que les gens acceptent la proposition de Gbagbo du recomptage des voix, puisque les gens contestent. Oui, mais quand même. Est-ce que vous avez déjà vu? Tous les bulletins auraient été authentifiés, ou tout était sécurisé, à tel point que Gbagbo ne fasse pas, ou les militants, les supporters de Laurent Gbagbo ne puissent pas introduire de nouveaux bulletins prévotés quelque part là-dedans? C'était impossible, je vais vous dire pourquoi, Georges. Oui. D'après leur règlement de la CENI, les accords, une fois que les votes sont faits, les documents sont remis à la fois aux candidats, donc le QG de chaque candidat, donc le LMP, la majorité présidentielle de l'époque de Laurent Gbagbo, le QG de Alassane Ouattara, RHDP, l'ambassadeur représentant du facilitateur Blaise Compaoré devait avoir exactement le même document. La CENI, exactement le même document, les mêmes documents, et l'ONUCI, les mêmes documents. Donc, il n'y a pas de place pour la falsification. Donc, lorsque le président Laurent Gbagbo, ce qui est une première dans l'histoire, quand un président qui est élu et que l'opposition conteste, que ce président-là dise qu'il faut recompter, il faut avouer que c'est quand même une première. Est-ce qu'on ne pouvait pas accepter ça pour éviter une guerre? Or, pendant ce temps, il y avait déjà le commando invisible. Si vous avez suivi le procès, enfin le début du procès, il y avait déjà le commando invisible favorable à la rébellion, qui commençait à sévir dans le quartier d'Abobo. Et c'est justement là où les troupes de Gbagbo ont ouvert le feu sur des femmes qui manifestaient main nue. Et c'est ce qui lui colle la peau aujourd'hui.
au cours de ce procès? Le procès nous dira qui a ouvert le feu sur ces femmes-là. Le procès va le dire. Et voilà, parce que je ne vois vraiment pas, ce procès, je ne vois pas quel intérêt Gbagbo a à ouvrir le feu sur des femmes. Et justement, par rapport à ce procès, vous êtes avocat. Est-ce que le procès se déroule de manière équitable? On verra. Ce n'est que le début. Tout ce que je peux dire, c'est que le président Gbagbo a un très bon avocat, a une bonne équipe de défenseurs, et ils font, avec le moyen du bord, ce genre de procès, c'est toujours équilibré. L'accusation dispose de beaucoup plus de moyens que la défense, et l'accusation, au départ, jouissait d'un préjugé favorable, puisqu'il y a une grande campagne internationale qui a été orchestrée pour présenter cet homme de paix comme un criminel de guerre. Depuis alors que ça s'effondre comme un jeu de cartes aujourd'hui, apparemment. Et maintenant, vous savez, j'étais très réticent et malheureux, frustré de voir que un chef d'État de la trempe de Laurent Gbagbo soit traduit devant ce tribunal. Je considère ce procès comme le procès de la honte, mais d'un certain côté, je me réjouis que la vérité puisse enfin apparaître. Et comment trouvez-vous la réaction du chef d'État qui menace même de quitter la CPI? Mais justement, ça me donne raison. Mais si tous les chefs d'État, ces mêmes chefs d'État, réunis au sein de l'Union, qui compose l'Union africaine, et qui avaient, j'allais dire, lâché Laurent Gbagbo, remis entre les mains de prédateurs. Si ce sont eux-mêmes qui disent maintenant que tout cette formule-là n'est pas bonne et que normalement on ne devrait pas faire ça, mais moi je ne peux que m'en réjouir. Ça veut dire que la vérité, c'est une lumière devant laquelle les ombres ne peuvent jamais tenir. Mais les analystes avisés estiment déjà que c'est une manière pour ces chefs d'État de cultiver l'impunité, de tuer impunément leur peuple, et au finish, se dire que non, il n'a plus la Cour pénale internationale, donc... Oui, mais si les Africains qui disent ça, c'est que ils continuent de s'auto-flageller. C'est-à-dire, c'est de nous minimiser que de dire que nous n'avons pas aujourd'hui, en 2016, la capacité de créer une juridiction interafricaine. On peut créer une juridiction interafricaine. Pourquoi nous croyons que c'est-à-dire, les gens nous font croire que nous sommes les plus mauvais, et les plus incapables de l'humanité, et nous-mêmes, nous le répétons sans cesse, que nous ne pouvons pas faire ceci, non, etc. Et eux, il n'y a pas de guerre ailleurs. Il n'y a pas de guerre civile ailleurs qu'en Afrique. Comment eux, ils règlent leurs problèmes? Lundi dernier, on avait appris quand même que 4 témoins avaient fui leur hôtel, et aujourd'hui c'est la police hollandaise qui est donc à leur recherche éperdue. Mais entre-temps, c'est des micros qui auraient été soi-disant fermés mais ouverts, et on a écouté des noms. Comment comprendre tous ces petits problèmes, ces petits grains qui viennent se retrouver dans les bottes donc de la CPI, Madame Bensouda? Mais vous savez, Joachim, Dieu est à l'œuvre, Dieu est au contrôle. Vous savez, cette immense souffrance du peuple ivoirien et que nous avons ressenti tous, pas seulement moi. Vous savez que beaucoup ont fui leur pays, on les a accueillis ici. Certains sont rentrés, mais il y en a encore qui sont ici. Oui, bien sûr. Et ils sont dans d'autres pays. Vous savez, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Donc c'est Dieu qui agit? Mais non, mais c'est la panique. La panique qui s'empare de la défense. Quand on a monté des gens pour venir accuser un innocent
Et que pendant des jours, il y a leur conscience qui commence à les déranger. Ils se disent, mais moi, je veux pas aller quand même, bon. Hein. On a payé leur billet, bon, ils sont aux frais de la princesse. Bon, ils ont été logés, nourris. Oui, etc. Mais au dernier moment, chacun a au moins une étincelle divine en lui. Hein? Parfois, c'est couvert par beaucoup de nos bêtises, mais à des moments ultimes, eh bien, ça sort. Oui, mais ceux-là, si jamais on réussit, on arrive à les arrêter, ce serait grave pour eux. Oui, pourquoi avoir accepté depuis la Côte d'Ivoire, on vous a bien pris en charge et finalement, vous quittez les lieux. Pour quelle raison? On ne saurait le dire. Et vous savez comment... Il mérite la prison. Mais il y a un autre cas. Au Kenya. Oui. Le président du Kenya devait être amené comme Gbagbo. Voilà. Et vous savez pourquoi finalement ce procès s'est dégonflé comme du Woto-Woto? Hein? Non. Vous savez pourquoi? Non. Mais justement, il s'est produit exactement la même chose. Il y a des témoins qu'on avait montés pour porter des charges contre le président. Et finalement, ces témoins se sont rétractés. Ils ont dit au procureur, au procureur, au parquet de la Cour pénale internationale que non, qu'ils ne peuvent, qu'on les a préparés pour dire ceci ou pour dire cela et que finalement c'est pas vrai. Alors, à partir du moment où l'accusation, les éléments essentiels sur lesquels se fonde l'accusation, ne peuvent plus tenir comme c'était prévu, eh bien, tout s'écroule. Tout ça s'écroule. Oui, mais aujourd'hui, nous apprenons également à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux, autant pour moi, qu'un homme politique centrafricain a avoué à un organe, à un journal sud-africain que Madame Bensouda aurait avoué que c'est la pression de la France, notamment de Monsieur Sarkozy, du président Nicolas Sarkozy, qu'elle serait en train d'agir, sinon il n'y a rien dans le dossier Gbagbo. Mais il ne fait que dire ce Est-ce que ce nous n'est savions pas tous. Une farce, c'est pas une plaisanterie de mauvais goût? Mais c'est une personne qui a montré son visage. Et il a d'ailleurs même précisé qu'il est prêt à aller témoigner. Exactement. À visage découvert à la CPI. Voilà. Il ne veut pas mettre de cagoule. Donc c'est à visage découvert. Si donc on veut savoir la vérité, on a qu'à amener cet homme-là. Oui, mais dans leurs conditions actuelles, est-ce qu'on peut libérer Monsieur Gbagbo? On doit normalement le libérer. Sinon, il y a un communiqué qui circule partout et votre nom y figure. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Canadiens, États-Unis, Américains, ainsi de suite, à travers tout le monde, demandent à ce qu'on libère Monsieur Laurent Gbagbo. Oui, c'est que le commencement. C'est le monde entier qui va se mobiliser parce que trop, c'est trop. Écoutez, je vais vous donner juste quelques petits exemples. Quand les troupes des Nations Unies qu'on envoie à gauche et à droite pour le maintien de la paix, c'est une très bonne chose. Ils font un excellent travail. Mais lorsque ces jeunes gens-là, parmi eux, certains s'adonnent à leur pulsion sexuelle et vont violer des femmes, est-ce qu'on va arrêter Ban Ki-moon, le président, le secrétaire général de l'ONU? Non. Ouais, donc la guerre en Côte d'Ivoire a pu entraîner des conséquences. Il n'y a pas de guerre innocente. Toute guerre à ce jour-là. Mais de dire que c'est Gbagbo seul qui a tué? Non, ça n'a aucun sens. Les troupes légales de Côte d'Ivoire, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, les FANCI, ou on les appelait aussi les forces de défense et de sécurité, ils ont le devoir de contenir l'avancée des rebelles. C'est une chose qui est tout à fait normale. Et une partie, quand la pire des guerres, c'est la guerre civile, monsieur Joachim. La pire des guerres. C'est pourquoi moi j'ai tout fait pour éviter la guerre civile dans notre pays. Parce que la pire des guerres, c'est les guerres civiles. Voilà.
On attend de voir ce que demain sera fait, mais tout porte à croire comme si le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est en train de virer à un procès plutôt de la crédibilité de la Cour pénale internationale. Oui, parce que, vous savez, quand cette cour était créée, elle était porteuse d'espérance. Parce que l'idée est née pendant les périodes de parti unique, où lorsqu'un événement se produit, lorsque des gens conçoivent des plans de génocide vis-à-vis d'une partie de leur population, de leurs concitoyens, les gens, il n'y avait pas de recours. Il n'y avait pas de recours. À l'époque, il n'y avait pas les partis politiques, les organisations des droits de l'homme étaient étouffées, etc. Donc, il fallait quelque chose pour qu'il soit dissuasif. Mais la manière dont la Cour a fonctionné, ce n'est pas bon. Et les Africains doivent, et ils sont conscients d'ailleurs maintenant, Hissène Habré vient d'être jugé. Et ce n'est pas à la Cour, à la CPI, qu'il a été jugé. Il a été sur le sol africain. C'est sur le sol africain. Donc nous pouvons créer quelque chose comme ça, des chambres africaines, une chambre africaine ou des chambres africaines, peut-être dans dans les 5 grandes régions de l'Afrique, oui, du continent, pour que lorsque des événements dépassent le cadre national, ou lorsque les structures nationales sont totalement en déliquescence, on puisse déférer des responsables de crimes graves devant une juridiction et non plus supporter cette honte-là de voir un chef d'État démocratiquement élu, mais quand même un chef d'État qui sous son règne il y a eu des exactions, des violations massives des droits de l'homme, également des crimes, c'est lui qui doit endosser la responsabilité normalement, puisque c'est lui le chef. Mais avant, il y a monsieur Combaté qui est en ligne, il veut vous poser une question. Combaté, bonjour. Bonjour Jachin. Oui. Bonjour l'invité, maître. Bonjour, monsieur Combaté, c'est ça? Oui, permettez-moi de vous apporter quelques informations. Tout de suite, je tiens à vous poser la question de savoir que vous aviez été retrouvé seul en Côte d'Ivoire lors de votre discours. Je pense que non, maître n'était pas seul. Si j'ai bonne mémoire, il y avait le président du Cap-Verdien, de l'Angola et celui de l'Afrique du Sud qui était derrière Kofigo. Non, là, vous faites allusion donc à la cérémonie de... Oui, je vais poser ma question. Allez-y. Ma question, c'est celle-ci. 10 septembre 1991, Maître a formé son tout premier gouvernement et le 3 décembre 91 de la même année, il a suivi presque les mêmes revers que Gbagbo. Est-ce qu'ils avaient aujourd'hui, on peut dire que non, ils ont eu le même ennemi commun parce que il a été capturé dans la soirée du 3 décembre 91 pour l'amener à la Cour pénale nationale. Est-ce que le renfort de l'armée française qui s'est déplacé et s'est arrêté à Ela Kongi venait juste pour le sauver ou bien c'était pour le bon vouloir de l'ONU de point? D'accord. Merci pour la question. Nous allons prendre M. Gado. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacquin. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Gado. Vous avez 5 ans de préparation pour une visite catastrophique. Bon, comment sentez-vous dans votre peau en voyant celui qui a tout organisé? Je nomme le Hongrois immigré là, Sarkozy.
Merci, comme je vous. Faites allusion donc à Sarkozy, comment il doit se sentir dans sa peau aujourd'hui. De toute façon, Kanidek a aussi une question. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. À votre honneur, maître. Bonjour. Sinon, moi, je tiens sincèrement à saluer votre courage. Vous avez beaucoup fait dans l'affaire Gbagbo. Vous avez été même chez lui, dans sa prison. Et vous avez suivi ses filles. Bon, ce que moi, j'aimerais savoir dans cette affaire, avoir les grabuges qu'il y a eu au niveau de la défense en ce qui concerne les témoignages, est-ce que cela peut avoir un impact sur le jugement dans son essence? De deux, bon, en tant qu'un grand homme d'État, vous, Maître Kofigo, comment faire aujourd'hui pour pouvoir conscientiser l'élite africaine? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à l'élite africaine? D'accord. Merci. Merci, Kanidek. Et c'est Essie qui est derrière. Bonjour. Oui. Bonjour. Voilà. L'histoire d'Afro l'historien m'intéresse aussi comme vous deux, Joachim et Sissoko. Et je voudrais juste rappeler qu'avant la guerre, Ouazzad, l'écrivain camerounais Eloa, avait sonné l'alerte qu'une croisade, une recolonisation en force se prépare contre les colonies françaises d'Afrique. Et puis, au moment de la guerre, il y a eu le site Kouassi qui a tout retracé avant, pendant et après la guerre. Et je pense pas que ce soit Gbagbo qui doit se retrouver à la CPI. Ça devrait être les rebelles et leurs chefs. Et voilà. Et puis, pour l'histoire de la CPI, qui a été créée, je pense que les Blancs l'ont créée pour nos chefs d'État africains qui déciment leur peuple pour accéder au pouvoir. Les Blancs n'accèdent pas au pouvoir dans un bain de sang. Eux, ils viennent avec des élections. Et je pense que nos chefs d'État africains doivent réfléchir. Merci. Merci, Madame Messi. Et maintenant, Badjadi pour boucler. Bonjour. Bonjour. Oui. Je salue, maître. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, les présidents qui ont l'idée de quitter le produit de ces pays-là, est-ce qu'ils vont faire affaire avec Ouattara? Ils vont continuer à faire affaire avec Ouattara? Parce que c'est Ouattara qui a donné Gbagbo, qui a amené Gbagbo à ces pays. Je voudrais savoir si nos présidents qui sont là maintenant, qui veulent quitter la TPI, le problème de ces pays-là, vont travailler avec Ouattara, mettre dans la main. D'accord. Oui, voilà, merci beaucoup, c'est fini pour le coup de fil. Maître, vous avez eu à écouter les uns les autres dans leurs interventions. Cependant, la dernière intervention, M. Gbadjadi dit, est-ce que les chefs d'État africains, ils sont au total aujourd'hui à être membres donc, ou bien à avoir ratifié le statut de Rome? Alors, ils menacent de quitter la CPI. Ce faisant, même s'ils ne la quittent pas, est-ce ils doivent encore travailler avec Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, puis c'est lui qui a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI? Non, bon, pour Laurent Gbagbo, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ouattara même a dit qu'il n'enverra plus d'Ivoiriens à la CPI. Il a dit en France là. Oui, il a dit que lui-même il n'enverra plus d'Ivoiriens à la CPI. Peut-être il sent une sorte de couperet sur lui-même ou comment? Mais évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai brossé un tableau de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comment cette rébellion est née, les exactions qui ont été commises, et comment, vous savez, il y a 700 personnes, même pendant la crise post-électorale, 700 personnes qui ont été massacrées dans un seul village, un village qui s'appelle Diokwe, et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est constaté par les Tiniwé. Oui, les Wé. C'est constaté par les Nations Unies même, toutes les organisations des droits de l'homme. Tout cela, c'est mort-là, c'est en perte et profit. Donc, si cette histoire de ces pays continue, et je crois que Ouattara, Guillaume Soro et tous les autres, ils risquent de s'y retrouver aussi.
Et je comprends parfaitement pourquoi le président Ouattara dit je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et dans ce schéma, est-ce que la Côte d'Ivoire peut aussi, si réellement on veut quitter la CPI, la Côte d'Ivoire peut quitter encore la CPI pendant que il a envoyé déjà 2 de ses fils là-bas? Je crois. Ce n'est pas possible. Non, je ne pense pas qu'il puisse le faire maintenant. Ah, d'accord. Ouais. Oui, voilà. Combatté, il a posé la question concernant vous-même que le 10 septembre, voilà, vous avez été attaqué le 3 septembre, vous avez donc démissionné pendant que on vous avait capturé. Il y a eu une force armée française qui venait du Bénin et tout. Est-ce que l'armée française qui venait, c'était pour vous aider ou bien il y avait autre mission? Non, d'abord, il a dit le 10 septembre, 91, j'ai formé le gouvernement voilà, et que c'est le 3 décembre 1991 que la primature a été attaquée. En fait, la primature a été attaquée avant, enfin, a été encerclée avant. Mais l'assaut final a été donné le 3 décembre 1991. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je suis très bien placé pour comprendre le problème de Gbagbo. Quand vous êtes un homme d'État dans votre cabinet au bureau et que des bombes ou des obus pleuvent sur vous, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable. Il faut pas souhaiter ces choses-là à quelqu'un. Enfin, de toute façon, la guerre n'est pas bonne. Bon, j'ai déjà eu à témoigner. J'étais le premier à témoigner devant la CVJR du Togo sur ces événements événements douloureux du 3 décembre. Et je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie est revenue dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est la question secondaire, et notamment en ce qui concerne la France. C'est vrai, François Mitterrand avait dit qu'il soutenait les processus démocratiques. Donc nous l'avons mis à l'épreuve en demandant que la France vienne au secours de la jeune démocratie togolaise. Mais au dernier moment, ils se sont arrêtés à la frontière Togo. Oui, souvenez-vous, le président Houphouët-Boigny était vivant et encore en forme à l'époque. Et le président Houphouët-Boigny et François Mitterrand ont été membres du gouvernement français pendant la période coloniale. Donc c'était des amis. Et Houphouët-Boigny a réussi à convaincre Mitterrand que cette affaire-là, ça risquait de donner le mauvais exemple, le mauvais signal, et que ces jeunes-là qui veulent apporter la démocratie et la liberté, que ça risque d'entraîner le désordre en Afrique et que la France ne devait pas venir aider le Togo. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme cela, les forces armées françaises s'étaient arrêtées donc au niveau de la frontière, il a dit. Exactement. Voilà. 5 ans de préparation, mais tout ce que le procès donne aujourd'hui, on le voit. Comment Nicolas Sarkozy se sentirait dans ça pour aujourd'hui? Vous n'êtes pas Nicolas Sarkozy, mais quand même, la question vous est posée. Je crois qu'il doit se sentir un peu mal. Et d'ailleurs. Et lui-même, il a des soucis judiciaires en ces temps-ci? Il traîne des casseroles. Il traîne des casseroles puisqu'il est mis à comment on appelle ça? Mis en examen. Il est mis en examen à l'heure où nous parlons parce que il a fait, semble-t-il, des bêtises dans son propre pays. Oui, les gens. Comment il a financé sa campagne électorale en 2012? Des gens qui sont prêts à nous donner, les Africains, eux, ils croient que le mal se trouve en Afrique et que ailleurs les autres sont des saints. Bon, les événements sont en train de nous démontrer le contraire, qu'il y a des gens bien en Afrique aussi. Oui, est-ce que la défense, ces débats, comment la défense fait le déballage, est-ce que cela peut véritablement influencer sur le procès? Les événements qui se produisent là, avec normalement, la protection des témoins fait partie des principes de ce genre de juridiction. Donc, des gens les témoins doivent être protégés. Bon, c'est une bavure qui vient d'être commise par la CPI elle-même, et qui les micros ont été malencontreusement ouverts et les noms des témoins, les écrans et les micros ont été malencontreusement ouverts et les noms des témoins
sont connus aujourd'hui dans le monde entier. Il se trouve que ce n'est pas n'importe qui. Mais moi, je vous ai dit que Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et vous l'avez dit, malheureusement, le temps parti est fini, mais quand même, que ce soit Gbagbo qui doit se retrouver, pour Madame Messi, c'est plutôt Ado, Alassane Dramane Ouattara ou Guillaume Soro les deux qui doivent se retrouver au niveau de la CPI, non, Monsieur Laurent Gbagbo. Mais est-ce que cela ne doit pas interpeller les chefs d'État à être clean et limiter les mandats, quitter le pouvoir quand cela se doit? Quand cela s'impose. Ça c'est un autre débat. ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui. Nous sommes à la fin, mais vous avez votre mot de fin à placer à l'endroit de tous les Togolais. Oui, ce que je peux dire aux Togolais, c'est que nous avons suffisamment d'exemples en Afrique aujourd'hui pour dire que nous devons faire tous les efforts nécessaires pour que le mal que nous voyons ailleurs ne se produise pas chez nous. Voilà. Nous devons nous tenir les mains, aller marcher les mains dans la main, tenter, faire tous les efforts possibles pour régler nos problèmes internes, pour ne pas arriver à des scénarios catastrophes comme ce que on a vu ailleurs. Et nous avons cette capacité. Il y a suffisamment d'hommes de bonne volonté, des gens intelligents au Togo pour que nous puissions réussir. Voilà. Et c'est le souhait. Sinon, mettons donc cette intelligentsia togolaise à l'œuvre et je pense bien que nous arriverons à bon port sans grabuge, ni écoulement ou effusion de sang comme on le dit. Sinon, vous l'avez si bien dit, ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est que nous ne considérons toujours pas l'Occident comme yes, il n'y a que des saints là-bas, mais il y a aussi des saints en Afrique. Merci Maître Joseph Kokokovigo d'être passé dans cette émission. Je vous remercie, Joseph.